Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Talk CEC. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le duo très intéressant, David Doquier, climatologue à l'Institut Royal Météorologique de Belgique et spécialisé dans l'étude des interactions entre les océans, l'atmosphère et la glace de mer. Il a travaillé précédemment dans plusieurs universités belges, ULB, UCL, KUL. Et puis nous avons aussi Zachary Botson, street artiste engagé. Et donc voilà, ces deux personnalités en apparence très différentes sont réunies autour d'un projet commun, ici à Talk CEC, dans le cadre de l'exposition Mer et Océan, qui pour rappel se tiendra donc entre le 20 avril et le 25 juin, ici à Talk CEC. Bonjour David, bonjour Zachary. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va plutôt bien, on a pu venir, c'est déjà cool. Ah ouais, avec les trains, c'est pas évident. Pour moi, c'est un peu plus court, mais oui, très Ouais. bien. Tu viens d'ici à côté ? Bruxelles. Ah voilà, c'est facile. Eh ben, merci d'être avec nous pour ce podcast. Donc comme je le disais en introduction, vous avez travaillé ensemble pour l'exposition Mer et Océan. La première question que j'ai envie de vous demander, c'est évidemment comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Je connais le talk depuis le début, j'avais participé à la première édition. Et quand ils m'ont appelé, dès qu'ils ont commencé à me parler, ils ont parlé d'une collaboration avec un scientifique qui était possible. J'ai dit ouais tout de suite. Ouais, ça t'a chauffé ta tête. Ça m'a chauffé parce qu'on propose beaucoup de projets qui sont souvent similaires les uns aux autres. C'est tu fais ce que tu veux, l'objectif c'est ça, c'est le thème c'est ça. Là c'est le thème c'est ça, mais en revanche si tu veux faire compliquer un peu la vie, mais en même temps compliquer la vie, ça peut être, je trouve ça plutôt sympathique, enrichissant tout à fait. Parler avec un scientifique, rencontrer un scientifique. Et donc c'est là où je ne sais pas par quel miracle de la vie ils m'ont dit tiens, on en a un, il s'appelle David, spécialiste fonte des glaces marines. Il serait peut-être chaud de travailler avec toi, donc faut voir ce que ça peut se passer. Je sais pas comment ça s'est passé de ton côté. C'est presque un espèce de Tinder professionnel où vous étiez là. Ah, on aime bien le même centre d'intérêt. Ouais, avec malheureusement moins de photos et sans doute moins de likes. C'était un Tinder de. Faut savoir que mon travail est quand même assez engagé, assez politique, assez inspiration de la propagande. Donc déjà, j'avais un peu cette peur de me dire, est-ce qu'il y a un scientifique qui va accepter, en parlant en tant que scientifique, de parler en tant que professionnel, de dire ok, je suis prêt à m'associer avec un mec qui a déjà eu des œuvres engagées. Ouais. Et donc quand ils m'ont proposé l'idée, je me suis dit ok, pas de souci, mais on a tous cette impression de, tu sais, quand on parle scientifique, on voit des vieux un peu grincheux, un peu idéalistes, mais qui quand il faut commencer à parler de politique, t'as deux teams, t'as ceux qui, ils y vont à fond. Alarmistes et ceux qui vont être au contraire. J'ai un truc à dire et pas plus. Et David a accepté. Alors oui, de mon côté, c'était un plaisir. C'est un plaisir de collaborer avec Zachary. Et en fait, initialement, j'ai été contacté par une personne qui travaille sur le même site que nous et qui faisait la publicité en fait du talk. Donc j'ai répondu à cet appel-là. Je trouvais ça très intéressant d'avoir des collaborations en fait entre scientifiques et artistes sur le thème des océans et des mers. Et donc on m'a très vite associé avec Zachary et ces œuvres d'art m'ont tout de suite interpellé. Et moi je trouvais ça très intéressant en fait de communiquer la science via les arts. Donc moi-même, évidemment, je suis un peu incapable de faire ça, en tout cas aussi bien que Zachary. Et souvent, on a un message en fait scientifique qui est parfois dilué dans les discours médiatiques, pour des raisons d'agenda probablement. Et donc, c'est un peu difficile parfois de faire passer les messages scientifiques, en tout cas de manière détaillée. Et via l'art, souvent, je pense que c'est possible de faire passer des messages de manière claire et courte, en fait. Donc, je trouvais ça très intéressant de faire cette collaboration avec Zachary. Déjà là, ça brise peut-être un cliché que tu avais en tête que, en fait, ils sont, bon, lui en l'occurrence, peut-être pas tous les scientifiques, mais sont prêts à s'ouvrir à un autre média, à une autre façon de communiquer, quoi. Je sais pas si c'est un cliché, c'est plutôt le côté de se dire on est prêt à prendre des risques. Ouais. La science, j'ai un bac S, mais ça fait très loin maintenant. Et
dans mes souvenirs, à l'époque, c'est pas un truc où tu peux dire à peu près. C'est pas du ressenti, c'est pas du, la science, c'est on a une vérité, en tout cas, on essaye de trouver la vérité et c'est proposer des hypothèses pour vérifier si, on peut arriver à une vérité. L'art, c'est pas ça. L'art, c'est sa vérité, c'est sa vision du monde et donc quand on est formé à la science et j'ai eu un bac S, après j'ai fait des études d'histoire de l'art et maintenant de droit et finalement, le droit, c'est plus ce côté scientifique, se dire: «OK, faut accéder à la vérité, là, c'est la vérité juridique». Là, l'histoire de l'art, c'est il y a une histoire, mais ça permet de décrypter d'autres choses derrière Mmh. et donc c'est mon avantage, en fait, pour moi, personnellement, c'est de me dire que, j'ai 2 études qui m'ont conduite à réfléchir sur, la mise en danger d'un nouveau monde, voilà, différent. Quand on fait de la science, on a un univers où on est en quête de vérité et là, se mettre en danger avec l'art, même si tu as raison, c'est pour communiquer pour tout le monde, c'est quand même une prise de risque qui est, à mon sens, très louable et à féliciter. Ouais. Prise de risque, d'une certaine façon, parce que c'est vrai que la science, de manière générale, essaye de rester très factuelle et de ne pas dériver, même si depuis quelques années, en fait, depuis les premiers rapports du GIEC en 1990, il y a quand même une certaine alarme qui est lancée en fait, par les scientifiques au monde politique et au monde général, en fait, à propos des changements climatiques en cours. Donc il y a quand même une sortie de la zone de confort en fait, des climatologues et des personnes qui travaillent sur le climat. Et du coup, vous, en termes de comment vous avez travaillé vraiment ensemble? Quelle était votre interaction pour dire: «OK, on va partir sur tel type de message, tel type de» enfin, comment est-ce que vous avez vraiment collaboré? Pour commencer par l'aspect scientifique, Zachary et moi, nous avons fait un premier échange. Je lui ai expliqué les sujets sur lesquels je travaillais. Donc, je travaille sur les interactions entre la glace de mer et l'océan. Et donc, on sait que depuis le début des observations satellites, on a une réduction importante de la banquise arctique, surtout en été. Donc à peu près 2 millions de kilomètres carrés depuis le début des observations satellites, et donc dû majoritairement au réchauffement climatique en cours. Donc j'ai expliqué le contexte scientifique à Zachary. De son côté, il m'a expliqué ce qu'il faisait. On a tout de suite trouvé un terrain commun d'entente, en fait, un peu sur le lien entre ce que je faisais et sur les sujets qui le passionnaient. Et c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une rencontre et une conversation, mais sur le long terme. C'est-à-dire que il y a un truc qui m'a appris, qui paraît débile, hein, comme ça, je veux dire comme ça, et les gens font: «Ah bah oui, évidemment», ou alors pas du tout, je sais pas, mais c'est, la fonte des glaces maritimes, ça fait pas augmenter le niveau de l'océan. Et tu sais, on est dans un cliché où fonte de glace égale augmentation du niveau de la mer. Tu fais: «Bah non». Et c'est plein de petites choses comme ça qui, à la fin, tu dis: «OK», donc j'ai pris des notes et je me trouve devant mes notes et je fais: «OK, il y a beaucoup de choses. Maintenant, faut se poser, relire et voir ce qu'on peut faire». Et par rapport à ma vision artistique, ça a commencé parce que je voulais faire une pièce, je voulais créer un univers et donc c'était: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans une pièce?» Il y a eu cette rencontre, puis après c'est: «OK, comment on peut allier les 2?» Et ce que j'ai adoré dans notre collaboration, c'est que ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter en mode, un scientifique vient me parler, il y a ça, 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 tu Mmh. prends ce que tu veux ou tu prends pas, mais on fait un truc. Et je pense qu'on est tous les 2 d'accord sur le fait que moi je voulais pas ça et lui non plus parce que finalement tu m'as suivi dans l'aventure. C'est qu'au bout de, je sais pas, 2 3 jours, je fais: «OK, alors j'ai réfléchi à ça, ça pourrait être marrant de faire ce visuel-là, ce truc-là». Et c'est un truc que j'aime bien raconter, c'est cette manière où lui était au début encore très scientifique. C'est-à-dire que je lui envoie un mail en expliquant le truc et il fait: «Ah oui, en revanche, ça c'est important, faudrait peut-être dire ça, ça, ça». Et les premières images sont arrivées, donc j'ai commencé à dessiner et là, il y a eu un vrai échange et je l'ai vu entre guillemets, «s'ouvrir artistiquement» sur, un visuel doit raconter une histoire pour moi et en même temps, il faut que ça reste esthétique. Parce Bien qu'on sûr. on peut pas être dans une relation où, comme on doit faire de l'art, Ouais, après sinon c'est un graphique et on n'a pas besoin de ça. exactement. Après un graphique, ça peut être très beau, mais c'est vrai que quand on veut communiquer, le graphique et on en a discuté après d'ailleurs, certains graphiques, en disent beaucoup de choses. Sauf que là, on part de ce graphique-là pour en faire une image intéressante qui attire l'œil. Et les premières images, quand je lui ai envoyé, il fait: «Ah ouais, mais alors ça on comprend pas trop, ça c'est pas très clair, ça c'est machin». Et il y a des trucs où il y avait raison, il y avait des trucs où, bah, c'est pas une question de raison, c'est une question de: «Ouais, mais ça, c'est un choix esthétique», et finalement, ça s'est vite, enfin, je sais pas, au bout de 2 3 mails, ça s'est vite,
casser cette relation parce qu'en fait, on a créé un nouveau truc où c'est même lui, il me fait j'aime bien l'image, est-ce que ce serait pas intéressant de rajouter ça en plus? Et donc, je rajoutais les images, et même, je me souviens il y a une des, parce que la pièce est une composition d'œuvres différentes qui crée un tout. Et une des œuvres, j'avais commencé à bosser dessus, et il m'avait envoyé un mail en mode, et ça serait vraiment marrant, enfin marrant, il n'a pas dit marrant, ça serait vraiment intéressant si tu reprenais ce visuel-là, parce qu'on parle de ça, ce visuel-là, c'est un truc machin, il me fait le topo, et je fais, bah ouais, mais en fait, tu es en train de la faire, donc c'est parfait. Et Vous étiez alignés, quoi. bah ouais. Parfaitement. Et j'adore cet échange de. Il y a le côté scientifique qui ressort tout le temps, et en même temps, à la fin, et je le vraiment beaucoup plus à la fin, tu as le côté ah, mais ça pourrait être super bien que les images se répondent, parce que. Donc, je lui explique que c'est plein d'œuvres qui se répondent les unes aux autres, ça crée un tout, mais il y a aussi des discussions entre elles. Et par rapport à une image que je peux lui montrer, il arrivait à réfléchir, à trouver une autre image qui pourrait lui correspondre. Et je trouve que c'est super enrichissant. Alors, je sais pas, toi, comment, dans ta vie scientifique, tu l'as appris, mais moi, en tant qu'artiste, ça m'a vraiment enrichi. Oui, si je peux rajouter quelque chose à ça, je pense que justement, pour être un peu plus précis, je ne sais pas si on peut parler un petit peu des œuvres Oui, ici oui. dans ce podcast. Si, on va en parler. Donc, c'est très bien, c'est un bon enchaînement, donc vas-y. Donc, sur une des œuvres, il y a justement la présence d'un gros bateau, porte-conteneur. Et c'est vraiment, je pense que c'est une belle illustration aussi de la complexité aussi du système climatique et du lien des changements climatiques avec nos modes de consommation, en fait. Donc, ce fameux porte-conteneur qui navigue sur l'océan, j'ai suggéré à Zachary à un moment d'ajouter de la glace de mer en dessous de ce porte-conteneur, parce qu'on sait que la glace de mer dans l'océan Arctique fond assez rapidement, en grande partie à cause des émissions de gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère chaque année. Ce réchauffement fond la glace de mer, ce qui donne plus d'opportunités en fait, aux bateaux de traverser l'océan Arctique. Et donc, cette navigation renforcée en fait, et l'installation aussi de plateformes pétrolières permet aussi d'accélérer en fait ce phénomène de réchauffement climatique en émettant encore plus de gaz à effet de serre, en permettant de faire passer tous nos biens de consommation de manière plus aisée en fait dans l'océan, donc surconsommation, et donc ça permet d'accélérer encore ce réchauffement climatique. Donc ça permet de faire passer cette idée aussi de rétroaction positive dans le système climatique, qui est une notion qui n'est pas toujours très facile à cerner. Et donc de manière visuelle, on le voit très bien. Là, j'aimais vraiment beaucoup cette œuvre-là, et beaucoup d'autres aussi qui permettaient de faire passer ce genre de message en fait. Je complète là-dessus sur l'histoire de cette œuvre, parce que la première version que j'avais faite, c'était effectivement un bateau brise-glace, qui était donc en 3/4 et qui était dans un champ de glace à moitié fondu. Et au-dessus de lui, j'avais fait graphiquement des rayons rouges, qui étaient en fait une référence surtout à l'art japonais, donc avec les couchers de soleil. Et la première réponse était, alors, on voit pas que la glace elle fond. Le bateau, ben c'est un bateau et c'est pas un porte-conteneur, donc on voit pas que c'est. Il n'y a pas l'aspect de surconsommation. Exactement. Et c'est quoi le signal derrière, on comprend pas. Et à partir de là, il y a eu évolution petit à petit. C'est-à-dire que tu as raison, la glace qui fond, c'est une super bonne idée. J'ai changé l'image, j'ai changé le dessin pour rajouter cet effet dégoulinant en dessous. Pour garder cet aplat de glace sur le dessus, mais on voit la transition. Et le bateau, après, pareil. C'est le bateau, ok. Donc, du coup, j'ai dessiné un porte-conteneur. Et vraiment, là, pour moi, c'est l'image, c'est le poster le plus emblématique sur cette collaboration. Il a réussi à me faire transformer l'image pour qu'elle véhicule vraiment le message de fond. Ouais, c'est clair. Et d'un autre côté, Zachary a permis aussi de faire passer le message scientifique et le lien avec nos comportements de société de manière beaucoup plus facile. J'espère. Donc, il y a des posters, mais il y a aussi des objets, un peu. Il y a des bouteilles, il y a des pancartes. Comment est-ce que... Alors là, sur les Ça bouteilles, le principe de la pièce, c'est un peu une sorte de bunker post-apocalyptique non daté. On ne sait pas si c'est dans le futur ou si c'est le présent ou si c'est même le passé. Est-ce que c'est aussi un bureau? Est-ce que c'est un bureau d'études, un bureau scientifique, d'un scientifique un peu tracassé par ce qui se passe et qui essaye de trouver une manière différente de communiquer? Bon, moi, c'est cette envie-là que j'avais envie de créer dans l'univers, dans cette pièce. Et chaque élément
structuraux, chaque élément objet de la pièce a une corrélation avec une des affiches. Donc, il y a des grosses caisses qui sont en bois, qui rappellent en fait les porte-conteneurs, qui rappellent du coup la modélisation. Et il y a cet objet qui est omniprésent, qui est le cocktail Molotov. Cocktail Molotov, alors ça, c'est pareil, c'est aussi une collaboration et c'est une prise de risque, oui ou non, par rapport à une collaboration avec un scientifique, avec David. C'est-à-dire que j'assume totalement les messages et les objets que je peux faire. Cocktail Molotov, ça peut être, c'est grave comme violent. objet, c'est violent. Et par rapport à l'image et le message que j'ai mis derrière, c'était cette discussion avec David où il a accepté, il accepte l'image, il accepte le message. Et ça, c'est pareil, ça aurait pu être plus compliqué. Il aurait pu dire, oh attention, non, voilà, appel à la violence. Alors, pour être clair, d'ailleurs, je vais expliquer pourquoi c'est Ouais. le cocktail Molotov. Il est en corrélation de plusieurs affiches. La première, c'est Always Melt, où on voit un ours polaire qui tient cette bouteille, qui est une référence totale à une pub d'un célèbre vendeur de soda rouge, Coca pour pas le citer, qui, pendant les fêtes de Noël, aime beaucoup utiliser cette figure de l'ours polaire. Ouais. En sachant que Coca est quand même un pollueur extrême. Alors, sûr. à plusieurs échelles, parce qu'il produit du plastique, il produit du verre, aussi un pollueur même social. L'exemple même, c'est dans les pays d'Amérique du Sud, où le coca est moins cher que l'eau, parce que coca vient pomper dans les nappes phréatiques pour vider toute l'eau des populations, faire du coca avec. Et donc les mecs, ils ont le choix entre de l'eau plus chère ou du coca moins cher. Et donc, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Et donc, c'était pour ça que l'affiche a existé au début. Ensuite, cette bouteille, j'ai trouvé ça amusant de la réutiliser parce que, comme on est quand même dans une idée de propagande dans mon travail, Mhm. c'est de créer une sorte de réalité alternée qui existe, qui n'existe pas. Donc, créer l'objet en physique, ça permet d'ancrer en fait cet univers. C'est-à-dire qu'une affiche, c'est un dessin, mais en même temps, quand l'objet existe, alors, c'est pas ce que les gens se posent, mais j'aime ce début de question de mode, mais qu'est-ce qui existe en fait? Est-ce que l'objet existait avant la pub? Est-ce que c'est une pub? Est-ce que c'est une Mhm. affiche? Et j'aime ces corrélations en fait entre objet et poster. Le but ici, il est multiple, hein. Le premier, c'est de dire que l'objet, le cocktail Molotov, c'est l'objet de guérilla, mais c'est l'objet de force du peuple. C'est le peuple qui se bat ou qui se défend. hein, chacun verra ce qu'il y veut, mais c'est un peu l'objet que la personne physique non armée peut utiliser pour faire comprendre ses idées. C'est un peu violent. Je suis pas un Mhm. amateur de violence, mais c'est cette image un peu d'Épinal. Et donc, le fait d'utiliser cette image que tout le monde peut s'approprier avec Coca-Cola, qui est l'opposé, qui est la figure du capitalisme, ça crée une divergence que j'aime beaucoup. Et pareil, là, est-ce que l'ours est vindicatif? Parce que l'ours a cette arme pour se battre contre la disparition de son environnement. Et en même temps, ça reste Coca-Cola, ça reste la mondialisation. Et donc, c'est une relation entre je t'aime moi non plus, j'utilise les codes de la pub, de la propagande et de la consommation pour battre la consommation, pour aller contre. C'est ce que j'aime dans cet objet. Une des autres interprétations qu'on a aussi discuté ensemble, on est dans une situation un peu tendue et actuellement environnementale. Et donc, sur une des affiches de Zachary, on voit un homme qui nous propose en fait cette bouteille, ce cocktail explosif. Donc nous sommes un peu dans une situation de déni. Donc on va accepter probablement cette bouteille-là, mais sous peine qu'elle explose à un certain moment, puisque beaucoup de problèmes qui s'accumulent, probablement négatifs pour le consommateur, mais aussi pour le producteur qui lui a produit ces bouteilles-là et qui va aussi avoir des problèmes à l'avenir dans une situation environnementale qui devient de plus en plus tendue en fait. Ouais, ouais. Totalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les affiches se répondent. Et c'est ça, c'est que. Donc, il y a eu cette première affiche de l'ours. Après, tu as eu l'homme qui tend la bouteille. Et après, tu as eu des images vraiment de pub où la bouteille est mise en avant de manière importante pour montrer qu'elle est disponible à la vente. C'est tout ça qui crée un monde différent et qui Mhm. permet de continuer le message. Et effectivement, chacun peut y voir ce qu'il veut dans tout ce qu'on vient de dire. Je pense que la manière aussi de multiplier ces images permet de permettre aux gens de pouvoir accéder à ce message construit qui peut être un peu compliqué, déjà qui est un peu compliqué à expliquer, mais qui peut être un peu compliqué à être appréhendé par une seule image,
permettent de se diffuser comme ça. Ouais, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu la pièce, la première pensée que j'ai eue, c'est voilà, l'ours qui me propose quelque chose, un objet cool, hein, parce que c'est comme une pub, comme tu dis, mais en même temps, on comprend très bien que bah, ça va nous exploser à la gueule, quoi. Donc en fait, c'est un piège. On se voile la face en disant ah ouais, cool, moi j'aime bien cette boisson, c'est génial, mais en fait, non, c'est un cocktail explosif, quoi, clairement. Et j'aime bien ton mot cool parce que ça, c'est un peu des volontés de mon travail en général, des messages que j'aime véhiculer. C'est que on a la chance en tant qu'artiste urbain de faire des choses dans la rue qui touchent tout le monde. Et rester sur des images un peu soit stéréotypées, soit trop complexes, les gens, enfin, je vais pas dire qu'ils refusent le message, mais le message passe moins bien. Le côté cool, et j'aime bien que tu l'aies dit parce que c'est la volonté finale, c'est qu'on voit ça, on se dit ah c'est marrant, ah il y a un truc Mmh. qui est à la fois réfléchi et pas réfléchi, ça vient de soi, ça vient de ce qu'on a vécu chacun, mais certains sont de la génération avec cette fameuse pub avec les ours, donc certains vont reconnaître ça. Heu, Ma mère, ça a été le cas. D'autres vont reconnaître autre chose, mais ça permet vraiment d'entrer dans le message sur un thème qui est très grave, avec le côté un peu plus, rigolo. C'est-à-dire que, Mmh. on n'arrive pas en mode, «C'est la fin du monde, c'est terminé, il y a plus rien à faire». Bah, le message, il est pas plus sympa que ça, mais visuellement, j'espère qu'on a réussi Ouais, clairement. à définir ça, quoi. Ouais, ouais, je pense que ça réussit pour le coup. Oui, Tu voulais ajouter un truc? pour continuer sur ça, sur le concept d'idée, j'aime bien ça. Oui, je pense que dans la résolution en fait de ces problèmes-là, climatiques, environnementaux, ça passe immanquablement en fait par une mise au courant, une information en fait. Donc, enfin, une grande partie de la population aussi qui n'est pas informée par ce qui se passe réellement, par ces enjeux-là, et une autre partie qui est informée mais qui n'a pas envie de savoir, Mmh. Ouais. qui est dans le déni, ce qui est illustré en partie en fait dans les œuvres de Zacharie, je pense. Tout va bien, tout est cool, mais à côté de ça, si on continue sur notre lancée, on arrive à une augmentation de la température d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à la période pré-industrielle. Donc on sait qu'on a un changement actuellement, mais la capacité à réagir à ce changement, pour l'instant, même s'il y a des choses qui sont faites, reste assez lente. Donc voilà, il ne faut pas être pessimiste, je pense. Il y a des choses qui sont faites, mais ça n'avance probablement pas assez vite par rapport à ce qu'on devrait faire pour atteindre des objectifs climatiques, mais aussi environnementaux à long terme qui sont durables pour tous. Un peu expliquer peut-être la méthode scientifique. Donc, comme scientifique, on est amené à écrire beaucoup dans des articles spécialisés, en fait, qui s'adressent à un public vraiment assez étroit de personnes qui connaissent le sujet. Donc, c'est assez difficile, je pense, pour une personne qui n'est même un scientifique, qui n'est pas dans ce domaine précis, de comprendre vraiment ce qui a été fait. Donc, pour pouvoir communiquer ça avec un public plus large, notamment dans le cas des changements climatiques, souvent, ce qui est fait, c'est soit vulgariser ce message, que les scientifiques essayent de vulgariser ce message et qu'ils le rendent plus accessible. Les médias après peuvent s'en servir et publier ce message de manière encore plus simple, en fait, tout en essayant de rester correct, évidemment. L'autre organe en fait important, c'est tout ce qui est publié dans le GIEC, en fait, les rapports du GIEC. Donc ces rapports-là sont beaucoup plus simples, même s'ils restent assez techniques, si on rentre dans chaque chapitre séparément, ils essayent d'être Accessible. un peu plus accessibles au grand public, notamment les résumés pour décideurs, que j'encourage vraiment à lire. Les personnes qui ont le temps de lire ces résumés pour décideurs dans les 3 gros rapports du GIEC, c'est vraiment les choses importantes qui sont résumées en fait dans ces rapports-là. Du coup, peut-être que cette association scientifique et artistique a un avenir pour la communication scientifique et que le GIEC devrait peut-être s'en inspirer. Oui, oui, très bonne idée. Oui. Mais à ce sujet-là, il y a déjà un effort important, je pense, qui a été fait par rapport à l'exercice précédent. Donc, le rapport qui a été publié le plus récemment, en fait, le 6e rapport,
essaye d'illustrer un peu plus, en fait. Il y a toujours énormément de pages et c'est un peu difficile pour le citoyen lambda de s'y retrouver, je pense. Mais il y a des questions-réponses qui sont données dans le GIEC. Donc, il y a toute une série de questions avec un résumé d'une page, en fait, et des illustrations au maximum pour essayer d'expliquer ça de manière plus simple, en tout cas. Et il y a aussi toute une série de fact sheets, donc des résumés à propos des changements qui vont avoir lieu, qui ont lieu et qui vont avoir lieu dans les différentes régions, Europe, Amérique, Afrique, etc. Et ça donne envie en fait, parce que tu vois ton petit schéma, notamment il y en avait un sur la migration des espèces, on peut dire endémiques, à ces endroits. Tu vois qui est impacté, tu vois les petits phytoplanctons, puis les petits crustacés, puis tout ça, plus qu'aux gros mammifères qu'on connaît tous. Et quand tu commences par ça, tu fais OK, donc j'ai compris un petit peu le schéma, vas-y, je vais commencer à lire, parce que j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est une porte d'entrée aussi pour en savoir plus. Peut-être, idem, via votre room, que c'est une porte d'entrée à se renseigner un peu plus sur qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que c'est un peu un cri d'alarme aussi, hein, quand on voit, tu dis, le paquebot qui traverse la glace. Ouais, ça fait réfléchir sur sa consommation et du coup, peut-être que les gens vont chercher un peu plus. Mais bon, ça représente combien de tonnes d'objets, de biens qui traversent les océans? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'autres solutions? Et ainsi de suite, quoi. Ouais, totalement. Ouais. C'est parfois difficile de se faire une idée, un résumé en fait de ce qui a été dit en fait dans ce rapport, dans ces livres. Le fait de mettre ça en œuvre d'art permet en fait de se représenter tout le problème via une image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste, qui est imprimé dans le cerveau et qui permet, je pense, à un grand nombre de personnes de prendre conscience de ce qui se passe et aussi de mettre une image sur un concept, sur une idée, en fait. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile, après, d'aller retrouver cette idée dans son cerveau par après, en fait. Ouais, c'est vrai, je pense. Parce qu'après, du coup, quand on repense à ce problème de la fonte des glaces, par exemple, on a directement, paf, l'image qui pop dans sa tête. C'est plus facile après pour en discuter, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, je dirais, peut-être, on peut finir sur, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette collaboration? Alors, à titre personnel, je crois qu'on en a déjà parlé, une meilleure connaissance du monde de l'art, pour moi. J'adore l'art, j'aime bien aller dans un musée, mais on a très peu la chance, en fait, de collaborer, de voir ce qu'un artiste a voulu représenter dans ses œuvres. Donc, c'est vraiment une grande chance, je trouve, pour moi. Et ce sera une grande chance pour le public de venir, je pense, découvrir toutes ces différentes œuvres d'art et d'essayer de comprendre quel est aussi le contexte scientifique derrière ces œuvres d'art. Et j'espère que cette collaboration va pouvoir continuer et que ce genre d'initiative va perdurer dans le futur. Je trouve que c'est vraiment une chouette initiative du Talk CEC. Je pourrais dire la même chose, mais ce qu'a dit David, mais tu remplaces art par science. Après, moi, chaque projet est une manière de me construire personnellement. Parce que en tant qu'humain, chacun a défini un but dans sa vie. Moi, mon but, c'est pas d'avoir la vérité sur l'univers, mais de rencontrer des gens, sortir soit du train-train habituel, soit de me confronter à des idées différentes, me confronter à des mondes différents. Et il n'y a pas forcément besoin de traverser le monde pour ça. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que certains diront qu'il faut partir en Thaïlande, au Japon, pour avoir des univers différents, des cultures différentes. Mais finalement, à 30 minutes de Lille, à Bruxelles, je rencontre un scientifique qui a un parcours différent, un mode de vie différent et un regard différent sur le monde. Et donc ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup en tant qu'humain et ce que le projet a apporté. Et tout à fait, j'espère que ça va continuer, j'espère qu'on va pouvoir faire autre chose et pouvoir approfondir le projet, approfondir le sujet, approfondir plein de choses sur cette manière de concevoir artistiquement un projet. Et d'ailleurs, sur cette manière-là, en tant que plus professionnel artistique, c'est mon côté très peut-être égocentrique, mais j'aime bien travailler tout seul. J'ai une méthode de travail qui est particulière sur la réflexion des projets, sur ce que j'ai envie de raconter, sur comment j'ai envie de les raconter. Et là, je vais pas dire que c'est un poids en plus, parce que ce serait pas positif, ce serait pas sympa, mais c'est là, t'es plus tout seul. T'es plus tout seul, et donc l'expression, c'est on travaille plus rapidement tout seul, mais on va moins loin et on travaille. Et ben,
j'aime pas dire que c'est vrai, j'ai du mal avec ces phrases-là, mais effectivement, là, c'est un peu le cas, quoi. Parce que c'est plus long, parce que c'est plus contraignant, parce qu'il faut tout prévoir, il faut avoir l'aval de l'autre. Et je parlais tout à l'heure de messages qui, dans mon travail, sont assez politisés. En fait, tu dois avoir un aval de tout. C'est-à-dire que là, je vais faire un dessin un peu trash, il faut que je lui pose la question. Et pareil, après, c'est humain. Il faut que, au début, il osait plus trop, maintenant il ose. Mais avant, c'était en mode ah ouais, mais maintenant c'est non, non, pourquoi? Non, mais je vais te dire pourquoi, mais c'est un non. Donc ça se développe aussi, c'est intéressant. Et en même temps, voilà, tout seul, j'aurais jamais pu faire un projet aussi, à mon sens, solide dans le message. Mhm. Et donc il y a mon parcours, il y a son parcours, ça crée un truc. Et ça, personnellement, bah, c'est ce qui me réjouit toujours dans un projet comme celui-là, comme celui du Talk. Top, top. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous les deux pour Merci à toi. Merci à toi. d'être venus et à bientôt. À bientôt À sur Bruxelles. bientôt.